Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. On va se parler du Canada, de stratégie militaire dans un instant, mais juste un mot, qu'est-ce qui arrive avec M. Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité de Trump, devenu ennemi de Trump, chez qui on a débarqué en perquisition la semaine passée? Oui, et on rappelait à tous, évidemment, dans les circonstances, que M. Trump était en train de régler ses comptes avec ses ennemis, que c'était la méthode Trump qui était déployée dans tout son faste. Or, je pense qu'on parlera moins bruyamment aujourd'hui de ce qui s'est peut-être passé, puisque l'enquête qui a été diligentée par la justice américaine n'a pas été lancée dans les dernières semaines ou derniers mois, par exemple à la demande du président qui aurait voulu régler ses comptes. Mais dans les faits, elle a probablement été amorcée lors de la première administration de M. Trump, quand John Bolton, après avoir été son conseiller à la sécurité nationale, s'est mis en tête d'écrire un livre, puis qu'on a posé des questions. Est-ce qu'il aurait écrit ce livre grâce à des documents confidentiels qu'il aurait gardés? Exactement ce qu'on a reproché au président Trump d'avoir fait quand il a quitté la Maison-Blanche. Alors, c'est vrai, ça avait été amorcé. Ça avait été à peu près nulle part. Et c'est pendant l'administration Biden, nous apprend aujourd'hui le New York Times, que des courriels envoyés par John Bolton ont été interceptés, de vieux courriels qui avaient été envoyés donc plusieurs années auparavant et qui témoigneraient possiblement de ce qu'il aurait eu en sa possession, des documents confidentiels qu'il n'aurait pas dû avoir alors qu'il préparait la rédaction de son livre. Donc, d'où les perquisitions. Dénonçait en particulier. D'où les perquisitions. Ce qui fait donc que l'opération lancée par les policiers la semaine dernière serait surtout le fait d'une enquête qui aurait été relancée pendant l'administration Biden. Et donc, on oublie l'enquête récente qui daterait depuis janvier d'une colère de Trump, là. C'est ce que dit le New York Times aujourd'hui. Ce qui m'intéresse dans ces affaires-là, c'est évidemment la rapidité avec laquelle on est capable de monter au créneau en disant regardez. Et je suis curieux de voir au cours des prochaines heures et prochains jours si on va déployer autant d'énergie à souligner pour corriger la nouvelle. Exactement. OK. Visite de Mark Carney en Europe, tu t'y es intéressé et elle est significative sur autant la politique énergétique que la politique de déploiement militaire du Canada. Oui, je pense qu'on a davantage appris sur ce que sont les intentions de ce gouvernement en quelques jours par son passage en Europe que par tout ce qu'il a dit depuis quelques semaines ou sinon même quelques mois. On en parlait hier matin et c'est quand même substantiel en matière d'énergie. Le Canada est résolument prêt à mettre à profit ce que nous avons et particulièrement exporter notre gaz naturel qui deviendrait du gaz liquéfié si on est prêt à déployer les infrastructures et qu'il y a un marché. C'est ça. Mais ça c'est deux nouvelles dans une parce que c'est on est prêt à vendre. On avait dit le contraire, on est prêt à vendre du gaz naturel. Et deux, ça veut dire que sur notre territoire au Canada, on est prêt à bâtir les infrastructures pour l'exportation, pour la liquéfaction du gaz naturel, les terminaux, les ports, etc. là. Et c'est beaucoup d'argent et c'est des choix politiques conséquents qui vont à rebrousse-poil de ce qu'est le consensus en ces matières. Donc, il y a là un geste concret. Puis il y en a aussi sur les terres rares, les minéraux critiques, où M. Carney disait, on en a plein au Canada. Et d'ailleurs, elles sont pas rares, ces terres, on l'a souvent souligné. C'est de les raffiner qui est très cochon. Et il y a peu de pays qui sont prêts à faire ça. La Chine le fait parce qu'évidemment, l'acceptabilité n'est pas un critère en Chine. Si tu n'acceptes pas, tu te fais vitrifier par le pouvoir en place. Et c'est Xi Jinping n'est pas trop nerveux de perdre ses élections, lui. Non, les élections, pour lui, c'est pas un souci. Puis, je parlais de vitrification. Si tu veux vitrifier une partie de ta géographie parce que tu transformes en lac toxique certaines régions après avoir fait ce raffinement des terres rares, so what? On le sait parce qu'on a des satellites capables de voir, mais l'opposition politique est pas très, très forte. Alors, on fera pas de la même manière les choses au Canada, mais on est prêt à ouvrir les vannes, ne serait-ce que parce que notre voisin, et particulièrement le Pentagone, ça nous amènera à parler défense, a besoin de ces terres rares. Puis on en a collectivement besoin pour nos téléphones, on en a besoin pour la transition verte. Ça prend des aimants. Et pour faire ces aimants, il faut avoir accès à ces minéraux critiques, ces terres rares. Et si on veut un jour être plus vertueux en matière d'énergie, il va falloir aussi accepter qu'il y a un coût minier que paient des pays
dans lesquels on a peu de témoins. Tu sais, par exemple, le Congo, c'est horrible ce qui se passe là-bas. Personne ne veut en parler. Des millions de morts depuis 30 ans dans une guerre civile qui se livrent pour beaucoup autour de ces enjeux d'extraction de ces terres rares, minéraux précieux. Bon. Les achats militaires maintenant, là, on va acheter des sous-marins, on dit qu'on va acheter le summum de la technologie. Il me semble qu'on est habitué au Canada à acheter les vieux Rafio, les restants des autres qu'on essaye de réparer. Je pense que c'est un des pires scandales de l'histoire de l'armée canadienne. C'est pas moi qui le dis. Je pense que les militaires aujourd'hui n'ont plus honte à en parler. On avait acheté, alors qu'on avait besoin de sous-marins, ça a commencé à l'époque de M. Mulroney, c'est donc pas hier. On avait acheté aux Anglais 4 de leurs vieux sous-marins qui avaient été mis hors service. Puis on disait c'est le meilleur des deals de l'histoire. Puis c'est vraiment une histoire de chars usagés que tu peux appliquer à des sous-marins. Ils avaient payé, eux, 2 milliards de dollars à peu près canadiens pour les construire. Puis ils étaient prêts à nous les vendre pour 750 millions. Wow! Un peu plus, puis tu avais l'air climatisé gratis. Puis tu veux passer ton tape 8 pistes là-dedans. Et on découvre très rapidement que ces Rafio sont pas fiable, qu'il y a des fuites. Le voyage inaugural d'un des 4, le baptisé Chicoutimi, va être catastrophique avec un incendie à bord. En 2017, un rapport fait la démonstration que pour l'essentiel, 91% du temps, les sous-marins canadiens étaient hackés. Il y a eu de longues périodes, probablement des années, mais on peut pas en parler parce que ça relève du secret sécurité, où il n'y avait pas un seul sous-marin canadien qui patrouillait dans les eaux canadiennes. En bon français, ils étaient tous au garage, 4 sur 4. Ils étaient OK au garage et en train d'être réparés pour des sommes considérables. On s'est fait fourrer par nos amis alliés, les Anglais, qui nous ont vendu leur scrap qu'on a acheté en pensant que c'était un super deal et on n'a jamais protégé le Canada pendant toutes ces années. On a le plus long littoral au monde et rien pour le patrouiller. Alors, on a des bateaux, mais les sous-marins, ça fait partie des outils, particulièrement dans l'Arctique, où la navigation, à une époque, était beaucoup plus difficile. Elle est un peu plus facile aujourd'hui, mais on a une souveraineté que l'on veut exercer, particulièrement quand on pense aux représentations du père Trump au Sud. Et je pense à Trump, qui, depuis des mois, sinon des années, dit « Hey, les Alliés, vous faites pas votre part. » Et depuis quelques mois, dans ses conversations avec le Canada, dit on est tanné, là, on paiera plus pour votre défense. C'est ce que fait un peu Mark Carney. En fait, il obtempère en disant on va acheter de nouveaux sous-marins. On sait depuis son passage en Allemagne que ça va jouer entre 2 consortiums, sud-coréens ou allemands, les Français où je me trouve. Dans les 2 cas, on achète du flambant neuf, top technologie. Là. Du flambant neuf et capable effectivement d'exercer un peu cette souveraineté, capable aussi d'attaquer, pas juste de surveiller, et d'agir sous l'eau pendant de longues périodes, on l'espère, de manière indétectable. La question d'après, on achète des avions, on achète des sous-marins, il faut investir. On est quand même dans une période où il y a tout un questionnement sur qu'est-ce qu'il faut acheter, parce que la guerre se fait avec des drones, la guerre se fait avec des systèmes à haute technologie, mais à la fois à faible coût, à beaucoup plus faible coût, souvent pas habités par un être humain, dans le cas des drones. Est-ce que le Canada est à jour là-dessus? C'est la seule question, puis on en parlera parce que je trouve ça fascinant, c'est jusqu'à quel point la technologie est en train de changer radicalement. Des drones sous-marins, ça existe-tu, ça? Pour faire de la surveillance, mais pas habiter, là? Les drones sous-marins, ça existe, ça se développe. Des drones qui sont comme des drones aériens qui peuvent attaquer. Et aussi, évidemment, une capacité de surveillance avec des drones, c'est possible. Et la question qu'on devra se payer, oui, et se poser, parce qu'on se prépare à dépenser beaucoup. Mark Carney l'a dit. En ce moment, on est un des pires, sinon le pire des élèves de la cohorte OTAN. On dépense 1,37-40% de notre PIB en matière de défense, d'une trentaine de milliards de dollars l'an dernier, alors que le standard demandé était 2%, puis en Europe, on parle maintenant de 3,5 à 5%. Dans un contexte au Canada où on a un déficit quand même assez costaud de 50 milliards de dollars,
quand on se compare, ça va bien. Quand on se compare même aux Américains, ça va très bien. Mais c'est de l'argent qu'on emprunte pareil avec un gouvernement qui dit c'est un peu moins à la mode. La COVID s'est passée, il va falloir réduire les dépenses. Mais si on réduit les dépenses et qu'on augmente ceux de la défense, c'est donc dire qu'à quelque part, il y a des services que les Canadiens sont habitués à recevoir et qu'ils ne recevront plus. Puis à ta question, de quoi avons-nous besoin? Ben, la bonne nouvelle, c'est que si on fait les choix intelligents, on peut peut-être être plus efficace, plus intelligent, pour moins cher, parce que justement, les choses changent et la guerre est d'une certaine manière asymétrique. Aujourd'hui, avec des petits moyens, tu peux livrer le combat contre de gros moyens. On a, puis je pense en particulier, aux tanks que nous avons livrés à l'Ukraine. Le Canada en a livré 8, des Léopards, mais l'Allemagne le fait. Puis à chaque fois qu'on livrait, et même des avions de combat, on disait, ça, c'est la différence qui va faire que l'Ukraine va reprendre le dessus. La réponse, c'est que pas pantoute. C'est pas ça qui a fait la différence. Parce qu'aujourd'hui, des tanks, c'est archi vulnérable à des drones qui coûtent peanuts. Et tu peux plus t'exposer avec tes tanks. On vient de livrer des véhicules blindés à l'Ukraine. Alors, ça a certainement sa fonction. Tu dois, j'imagine, dans tes arrière-lignes, faire en sorte que tu déplaces ton matériel, tes soldats, de manière plus sécuritaire, puis encore des circonstances où tu veux te protéger des mines. Mais la guerre de demain, il y aura personne qui va être à l'abri parce que il est possible, encore une fois, avec de petits moyens, d'attaquer de la quincaillerie qui coûte des millions de dollars. Ça n'a aucun sens. Il y a un incident récent qui est arrivé en Colombie où un hélicoptère Black Hawk, qui est la fine pointe des hélicoptères de combat fait par les Américains, les mêmes qu'on voyait dans le fameux film Black Hawk Down, qui se passe, si ma mémoire est bonne, au Soudan, utilisé par les forces policières pour livrer la guerre aux narcotrafiquants, qui aurait été mis hors de combat par un petit drone. Alors, on n'est pas sûr encore, mais c'était la première fois que dans l'hémisphère occidental, on voyait ce genre de situation. Ce qui se passe sur une base régulière en Ukraine, qui nous a montré c'est quoi l'avenir de la guerre. Donc un Black Hawk qui vaut une fortune est mis hors de combat par un drone qui vaut peut-être quelques milliers de dollars. Si ils valent les quelques milliers de dollars. Et c'est là qu'on en est, tellement qu'il y a des pays comme la Corée qui s'est posé la question, est-ce que dans notre armée, on veut vraiment, pour faire la guerre, des hélicoptères? L'hélicoptère peut être un moyen de transporter de l'équipement, du personnel, oui, mais est-ce que l'hélicoptère de combat, ça a encore un sens? La réponse courte, c'est non. Et même des F-35, est-ce qu'ils seront bientôt dépassés? Je parle des avions de combat qu'on s'apprête à acheter dans un univers où la prochaine génération des avions intelligents, on en avait parlé l'an dernier, sont des avions où le pilote et peut-être un copilote se déplace, mais accompagné d'une phalange de drones. C'est-à-dire que tu es un avion au cœur d'une armada, tu es multiplié dans ta puissance par des drones qui t'accompagnent. C'est peut-être ça la guerre de demain. En fait, c'est pas peut-être, c'est certainement ça. Et le Canada, qui aujourd'hui a l'avantage de partir de pas mal, presque zéro, fera-t-il les bons choix? Parce que ce qui est tentant, c'est évidemment d'acheter ce que le manufacturier a sur les tablettes. Puis il y a beaucoup de monde qui vont continuer à nous vendre ou vouloir nous vendre du matériel qui ne sera peut-être pas opérant si on pense vraiment à faire la guerre. Peut-être dépasser la journée où il va être livré. Hey, merci Stéphane. Salut. À demain.